Je me suis intéressé au dark web lors de ma 2e année d'université, alors que je suivais un module sur la cybersécurité. Le sujet a été abordé lors d'un séminaire, et cela m'a semblé être un coin mystérieux que peu de gens comprenaient vraiment. J'ai lu des articles et regardé des vidéos à ce sujet, certaines sensationnalistes, d'autres plus techniques, et l'idée de ce vaste réseau caché sous la surface m'a fasciné. Je ne vais pas mentir, j'étais curieux de découvrir le côté sombre des choses, mais ce n'était pas là que résidaient mes véritables intérêts. Je voulais comprendre la technologie, l'architecture, et ainsi le rôle que cela pourrait jouer dans le monde de demain. Y accéder s'est avéré plus facile que je ne l'avais imaginé. J'ai téléchargé le navigateur Tor, conçu pour anonymiser votre activité en ligne, en faisant passer le trafic par une série de serveurs gérés par des bénévoles. Pour être encore plus prudent, j'ai utilisé un VPN pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire. Naviguer sur le dark web n'était pas comme utiliser Google, où tout est indexé et facile à trouver. Il fallait plutôt utiliser des répertoires comme le Hidden Wiki pour localiser les sites en .onion. Au début, mes découvertes étaient, au mieux, étonnamment inoffensives, parfois même positives, et au pire, légèrement inquiétantes. J'ai trouvé de nombreuses ressources consacrées à la confidentialité en ligne, comme des guides pour utiliser des applications de messagerie cryptée, des plateformes de messagerie sécurisées et des conseils pour éviter la surveillance. Ce n'étaient pas des outils pour criminels. D'ailleurs, une grande partie du marché semblait être composée de journalistes et d'activistes dans des pays au gouvernement oppressif, ce qui était un aspect très intéressant que je n'avais pas envisagé jusqu'à ce point. Mais il y avait aussi beaucoup d'utilisateurs qui semblaient être des gens ordinaires, attachés à leur vie privée numérique. Mais à mesure que je passais plus de temps à explorer, je commençais inévitablement à tomber sur des choses qui laissaient entrevoir son côté plus sombre. C'était progressif, presque comme éplucher les couches de quelque chose que vous n'êtes pas sûr de vouloir voir. Il y avait des mentions de places de marché où des biens illégaux étaient échangés, des forums où des activités clairement contraires à l'éthique ou carrément criminelles étaient discutées. Et ces choses n'étaient pas là parce que je les cherchais activement. Elles étaient juste là, éparpillées parmi les contenus inoffensifs. Mais ce sont les rumeurs de soi-disant « Red Rooms » qui ont marqué mes premiers pas hésitants dans les recoins les plus sombres du Deep Web. On disait que ces Red Rooms étaient des événements en streaming où des actes indicibles étaient accomplis devant une audience prête à payer en crypto-monnaie. Certains affirmaient que ce n'étaient que des légendes urbaines, exagérées ou complètement fabriquées pour alimenter la réputation du dark web. D'autres en parlaient avec des détails inquiétants, expliquant qu'il fallait trouver des liens cachés et payer un prix élevé pour y accéder, bien que je n'ai pas encore vu quoi que ce soit qui confirme leur existence. L'idée même était glaçante. Mais ce qui m'a frappé dans les coins sombres du Deep Web, c'était la manière dont certains en discutaient si calmement. Dans certains forums, les gens abordaient des sujets moralement répugnants, comme s'il s'agissait de simples curiosités innocentes. Cela donnait l'impression d'entrer dans un monde où les normes sociétales avaient été effacées et où l'anonymat avait créé un espace où tout, aussi horrifiant soit-il, pouvait prospérer. Malgré cette noirceur, je me rappelais constamment pourquoi j'étais là au départ. Comprendre, pas m'engager. J'étais prudent et évitais de cliquer sur quoi que ce soit de suspect ou de m'aventurer trop loin dans des endroits où je n'avais rien à faire. Pourtant, il était impossible de ne pas ressentir le poids de ce que le dark web pourrait être. Pour chaque service de messagerie cryptée ou forum d'activistes, il semblait y avoir un équivalent sinistre qui se cachait dans l'ombre. Les rumeurs de Red Rooms persistaient dans un coin de mon esprit à mesure que je continuais à explorer. Elles étaient murmurées dans les forums et les salons de discussion, toujours insaisissables et jamais confirmées. Au début, moi aussi je les ai rejetées comme de simples légendes numériques, produits d'imagination trop active. Mais plus je lisais, plus je réalisais qu'elles n'étaient pas entièrement mythiques. C'était comme un puzzle inquiétant, que je n'étais pas sûr de vouloir résoudre, mais que je ne pouvais m'empêcher d'essayer de démêler. Ma recherche a commencé sur des forums où des utilisateurs affirmaient avoir des informations privilégiées. Les messages étaient cryptiques, remplis d'indices vagues et de langage codé. Certains décrivaient les Red Rooms comme des services de streaming payants,
où des actes horribles étaient accomplis devant une caméra, souvent à la demande d'une audience. D'autres rejetaient l'idée, soulignant les difficultés techniques de diffuser une vidéo en direct de manière anonyme via Tor. Pourtant, les récits détaillés maintenaient mon intérêt. J'ai suivi les pistes prudemment, naviguant à travers des forums et répertoires. Plus je m'enfonçais, plus l'atmosphère devenait lourde et sombre, avec des sites au nom d'avertissement. J'ai hésité, mais une partie de moi était poussée par un besoin de savoir. Était-il réel ou simplement des impasses? Les moments les plus inquiétants sont survenus lorsque des utilisateurs prétendaient avoir assisté à ces événements. Ils parlaient d'invitations cryptées, de paiements exorbitants en Bitcoin et d'accès à des flux sur des serveurs obscurs. C'était surréaliste, mais étrangement plausible. Je n'ai jamais trouvé de preuves concrètes, mais l'expérience elle-même était glaçante. Plus je creusais, plus je réalisais que la recherche comportait des risques. Pas seulement de tomber sur quelque chose d'horrifique, mais de franchir une frontière que je n'étais pas prêt à franchir. Après des semaines de recherche, un nouveau fil est apparu sur un forum, posté par quelqu'un prétendant avoir accès à une Red Room. Le post était succinct, une brève description, un lien crypté et une demande de paiement en Bitcoin. J'ai hésité, mais la curiosité m'a poussé à transférer les Bitcoins nécessaires. Le lien m'a conduit à une page blanche avec un compte à rebours. Quand il a atteint 0, une vidéo granuleuse est apparue. La pièce était sobre, éclairée par des néons. Un homme en blouse blanche se tenait au centre, entouré d'équipements médicaux et d'outils. La caméra a révélé une silhouette attachée à une table. La personne était consciente, mais déformée par la peur. Des spectateurs anonymes écrivaient des messages, certains incitant l'hôte à continuer, d'autres demandant des actes spécifiques. L'hôte utilisait des injections et des courants électriques, testant les seuils de douleur. La victime hurlait, tandis que l'audience acclamait, leurs demandes devenant de plus en plus dépravées. C'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Une cruauté pure et débridée, déguisée en recherche scientifique. Je ne sais combien de temps j'ai regardé avant de fermer le navigateur, me sentant malade et coupable. Ce que j'avais vu était bien plus réel que n'importe quelle rumeur. Ce n'était pas un mythe, c'était réel, caché dans les profondeurs de ce réseau obscur. Cette nuit-là, j'ai tout supprimé. Je voulais effacer toute trace de ce monde dérangeant. Mais ces images restent avec moi. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais, et je suppose que c'est quelque chose avec lequel je dois vivre.